Merci de votre fidélité, de votre disponibilité. Nous sommes là, vous voyez, depuis 2 jours, nous sommes un peu debout parce que toujours en itinérance, le Congo est une priorité pour nous. Beaucoup d'exigences qui nécessitent que nous puissions de temps en temps bouger. Alors, mais qu'à cela ne tienne, nous ne perdons pas la main sur la situation, sur le terrain. Ce que nous pouvons vous dire à ce stade, c'est que la situation est très volatile. Je ne peux pas dire la situation est mauvaise, la situation est dangereuse, c'est l'apocalypse parce qu'il y a les catastrophistes qui croient que tout peut s'arrêter à tout moment. Tu sais qu'il va perdre le pouvoir. Oui, nous avons déjà été vaccinés au mois de janvier quand Goma et Bukavu sont tombés simultanément. Ça a été une panique. Nous avons vu des gens devenir malades dans une journée. Le lendemain, à Genève, il descend de l'aéroport, il est en bonne santé. Au Congo, à Kinshasa, il était malade. Mais vous le voyez à l'aéroport de Johannesburg, il sort de l'avion, il marche, il est en bonne santé. C'est quoi? Ils étaient tous sûrs que le pouvoir était tombé. Donc aujourd'hui, nous disons encore que il faut que vous puissiez rester lucide, il faut rester patriote, quel que soit ce qui va arriver, nous devons nous assumer. Mais cela ne veut pas dire que nous devons accepter n'importe quoi. Nous avons plusieurs fois demandé au chef de l'État de nous changer les commandements, la chaîne de commandement que nous avons, c'est des gens qui sont vendus, leur âme, leur corps, leur être est vendu. Les anciens dirigeants politiques Kanambe et tous les groupes des satanistes qui sont en train de boire le sang humain des Congolais à l'Est, ils ne jurent que sur la disparition du Congo. Ils n'ont rien à foutre du peuple congolais parce qu'ils ont besoin du sous-sol. C'est tout ce qui les intéresse. La richesse, c'est le nez de ces problèmes. Nous n'avons pas un autre problème. Le Congo, comme vous connaissez dans l'histoire, c'était un État indépendant avant d'être indépendant. En 1885, le chancelier allemand Bismarck et plusieurs délégués européens se sont retrouvés à Berlin pour parler du Congo. On a appelé ça la conférence du Congo. Ce n'était pas la conférence du Berlin. L'appétit vient en mangeant. Quand ils ont terminé avec la RDC, c'est comme ça qu'ils se sont coupés aussi des morceaux. On a dit le découpage de l'Afrique, le partage du gâteau. Tout est parti de Berlin parce que Henri Morton Stanley a fait les rapports en 1883 à Léopold Ier avec l'ambassadeur américain qui était en Belgique. Il fait les rapports. Les Belges sont intéressés par l'exploration. J'ai trouvé une terre magnifique. J'ai trouvé la source du Nil. Mais au-delà de trouver la source du Nil, qui était l'objectif même de l'exploration, j'ai trouvé un pays magnifique traversé par un fleuve jusqu'à l'embouchure. Il faut prendre cette partie de terre. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis en train de survoler. Hein. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. C'est comme ça que le Congo était comme un fourre-tout. Tout le monde pouvait venir prendre quelque chose au Congo. Ce n'était pas un pays à quelqu'un. Nous étions déjà indépendants avant d'être indépendants. On a appelé ça État indépendant du Congo. Quand est-ce qu'on était colonisé? Quand est-ce qu'on est devenu indépendant? En 1885, déjà, on nous appelait comme ça. C'est parce qu'ils ont mis que cet État est indépendant, c'est ouvert, toutes les nations européennes peuvent venir prendre. Depuis ce temps-là, cette idée n'a jamais quitté la tête de tous ces blancs. Quand ils meurent, ils laissent l'idée à leurs enfants. Vous voyez le pays là, les gros là, qui est au milieu de l'Afrique, oui. Ce n'est pas un pays à quelqu'un. Pas surtout à ces négriers là, ces nègres là plutôt. Ça ne leur appartient pas. C'est un pays qui nous appartient nous tous. C'était des indigents, leurs chefs nous ont donné leurs terres. Ils ont signé, ils ont donné à Léopold II. Donc, pour eux, nous n'avons pas les droits sur cette terre. Le Congo ne peut pas nous appartenir. C'est comme ça que vous voyez tous ces désordres, ces guerres par procuration, depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui. Kagame part, il signe avec Tshisekedi devant Trump. Il rentre, il pompe 15 000 hommes au Congo pour prendre Uvira. Pour pousser aux Américains à accepter que le problème est congolais. Je ne veux pas aller dans cette théorie-là. Ça va nous amener nulle part. Moi, ici, c'est le problème qui se passe à Uvira.
le commandant des opérations, Siviri, a été arrêté avec ses collaborateurs. Comment on arrête quelqu'un quand c'est déjà tard, quand la situation est déjà pourrie, pendant que nous avons dit plusieurs fois que cet homme-là, c'était un ancien du RCD. Qui envoie même ces gens? Qui conseille au président d'accepter ce genre de changement? Qui fait ça? Mais le président continue à faire confiance à Banza et à tous ces individus qui sont à l'état-major général. Nous avons dit, ces gens-là ne sont pas avec vous. Depuis janvier, ça fait 12 mois qu'ils sont aux affaires. Ils ont récupéré quelle localité, quel territoire? Pourquoi vous devez les garder? J'ai avec moi en direct un compatriote qui va donner son point de vue. Bonsoir ou bonjour, Trésor. Oui, bonsoir, Papa Moubenga. Bonsoir à tous les auditeurs le Congo est à nous. La chaîne Le Congo est à nous. Alors, Trésor, dis-moi, ce que vous apprenez d'ouvrir l'arrestation du général Siviri avec ses collaborateurs. Quelle est votre lecture par rapport à ce que nous dénonçons comme dysfonctionnement dans l'armée congolaise qui désarticule même l'essence de cette guerre, qui nous amène à cette humiliation depuis Bunagana jusqu'à Luvungi, là où nous sommes aujourd'hui? Donc, on pouvait déjà le pressentir, parce que depuis longtemps, on dit, dans notre armée, il y a des généraux, il y a des officiers valeureux. Pourquoi on ne leur fait pas confiance? Pourquoi on doit seulement faire confiance à des gens qui ont été dans le RCD, qui ont été dans la liste des Ougandais, tout ça? Pourquoi? On sait que lorsqu'on nomme ces gens dans des postes de commandement, souvent, il y a des problèmes de commandement qui se font durant la guerre. Essayons d'autres personnes. Il y a des gens valeureux qui n'ont jamais été dans des groupes armés. On peut aussi les essayer. Ça ne veut pas dire qu'il doit officiellement être un général pour diriger une zone de défense. On peut aussi nommer un colonel. Un colonel qu'on a confiance, on sait que ce monsieur, il est valeureux. Même un capitaine, un major. Major Kabwe. Vous vous rappelez de Goma, non? Oui, oui. C'est lui qui avait tenu tête au Rwandais là, de la JR. Oui, oui. Mais des gens comme ça, pourquoi on ne les utilise pas? Je ne sais pas. On ne veut pas donner la chance aux autres. On préfère rester avec des gens qui ont été dans des groupes armés, qui ont été sanctionnés par les États-Unis. Parce qu'il y a un rapport des États-Unis qui disent pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à aider le Congo. Parce qu'il y a des officiers, d'après eux, qui ont été sanctionnés par les États-Unis pour d'autres, pour des tueries, pour des détournements de fonds, pour associations avec des groupes armés, qui sont toujours dans la chaîne de commandement des FARDC. Ça, je sais. À l'époque, il y avait Kayimbi, il y avait John Numbi, il y avait Tango Fort, hein? Oui, oui, ils ont été cités dans les rapports. Puis aujourd'hui, ils sont toujours, même si la plupart ont été un peu écartés, mais il y a certains qui traînent toujours autour des FARDC, qui empêchent les États-Unis de pouvoir apporter ou de pouvoir mettre en œuvre l'accord militaire qu'ils ont avec la RDC. C'est vraiment grave. On demande au président de la République de se réveiller. Parce que ça fait un bon moment qu'on est en train de tirer la sonnette d'alarme qu'il y a un problème au sein du commandement des FARDC. Les gens que vous nommez souvent, M. le Président, leur profil pose problème. Il y a des gens qui sont honnêtes, qu'on peut faire confiance, qu'on peut donner des postes de responsabilité. Ils sont capables de faire la job. Pour faire la job, tu ne dois pas seulement être issu du RCD Goma, je sais pas, de RCD KML, tout ça, tous ces groupes armés qui ont commis des crimes au Congo. Non. Il y a des généraux qui ont été à l'EFO, tout ça, qu'on peut aussi faire confiance, des officiers qu'on peut aussi faire confiance et leur donner des postes de commandement et voir ce qu'ils peuvent apporter pour la République. Donc c'est vraiment ça. Trésor, on me dit que j'ai parlé avec un responsable de l'armée. Oui. Oui, qui me dit, un instant, je prends mon laptop. Oui, qui me dit que quand Mouzé est mort, il a laissé 23 généraux. Oui. Aujourd'hui, on a 300. Quand Kabila part du pouvoir, il laisse 355 généraux. 355 généraux, oui. Donc, il avait vraiment piégé notre armée. Exactement. C'était fait à dessein. Tu penses, même les États-Unis, la plus grande puissance au monde, tu ne verras jamais 300 généraux en fonction. Ça ne se fait pas partout au monde. L'objectif, c'était simple. Tu vas voir, dans chaque province, il peut y avoir même 15 généraux. C'était de superposer les ordres. Toi, tu peux dire ça, lui va dire ça, lui va de rendre le commandement catastrophique. Catastrophique. Donc, à chaque fois qu'on aura un problème, les généraux ne seront jamais capables de s'entendre. Puis ça va faire que l'ennemi va pouvoir s'avancer. Il va pouvoir avancer. C'est fait à dessein. On avait proposé au président de la République, oui, ces généraux, oui, ils ont servi le pays, mais vous pouvez, il y en a certains qui peuvent aller dans les ambassades comme conseillers, d'autres les envoyer à la retraite. Parce que la plupart aussi, si tu regardes ces généraux, la plupart ont déjà peut-être 60 ans, plus de 60 ans.
Donc, ils sont déjà admissibles pour la retraite ou 50 ans les amener, puis qu'ils puissent prendre leur retraite. Au moins, ils pourront toucher l'argent de la retraite, tout ça. Puis, il y a des jeunes généraux qu'on va donner la chance. On n'est pas obligé d'avoir dans un pays 300 généraux. Ça ne se fait pas. On a 300 généraux, puis à peu près, avec les officiers, on a à peu près presque, en tout, avec les généraux et les officiers, ça fait à peu près 500 et quelques officiers qu'on a au Congo. C'est trop pour une armée de 200 000 personnes avec 500 et quelques officiers. Donc, ça ne se fait pas. Donc, il semble que ce sont les Belges qui étaient venus avec cette réforme dans l'armée, mais qui y ont fait pour que notre armée soit faible. Oui, l'armée classique, semble-t-il, a l'état-major général, a des régions militaires et a des brigades. Et puis, vous avez directement des soldats de rang. Mais chez nous, vous avez l'état-major général, vous avez les forces, c'est-à-dire forces aériennes, forces terrestres, forces navales. Ça, dans toutes les armées classiques, vous avez ça. Mais chez nous, on a ajouté les zones de défense. Regardez là où on commence à rendre lourd cette histoire. Vous quittez les zones de défense, vous entrez dans les régions militaires. Vous quittez les régions militaires, vous entrez dans les... Il y a quoi? Il y a encore... il faut pas les opérations. Au niveau oui, au niveau des opérations, du secteur opérationnel. Vous quittez le secteur opérationnel, vous allez dans les axes. Vous quittez l'axe Ruindi, tout ça. Il y a un général qui s'occupe d'un axe. Vous vous rappelez de Chico, non? Oui, exactement, oui. Chico, général des étoiles, se retrouve responsable d'un axe du côté de Ruindi là-bas. Regardez un peu les désordres là. Et vous quittez les axes, vous entrez dans les régiments. Trésor à Yomoko. Quand on donne l'ordre, même le président de la République, quand il veut contrôler une situation au front, il va s'adresser à qui? À qui? Il ne pourra pas. Il y a une cacophonie. Oh non, on va appeler la région militaire. Oh non, on appelle la zone de défense. Oh non, on appelle... Oui, la région vous dit non, la zone de défense vient de dire que c'est elle qui a la coordination. Même à l'époque de Philémon Yav. Philémon Yav, on avait même créé une fonction là, il était coordonnateur. Coordonnateur du Nord, Kivu, Sud, Kivu et de Maniema. Moi je dis, mais c'est encore quoi ça dans l'armée? Mais c'est ça. Et vous avez la maison militaire. Donc cette confusion-là, on doit enlever ça. On doit donner l'armée à un homme discipliné, un homme vraiment loyal, pour un moment comme ça, qui doit remettre de l'ordre. Ou alors, comme tu as dit au départ, quand on parlait en privé là, tu as dit qu'il faut qu'on recommence l'armée. On n'a plus l'armée. C'est une honte. On n'a plus l'armée. Maintenant, on est en état de guerre. Je sais que ça sera un peu compliqué, mais c'est sûr que les FARDC doivent être réformés. Donc, je ne sais pas, il faut des réformes en profondeur. Parce qu'on sent que... J'ai dit il y a 2 semaines, Biba sa armée burundaise opération, Bistos Anasimala, parce que Bistos a sérieux. Les gens ont refusé. Maintenant, pourquoi vous arrêtez Siviri si il faisait bien le travail? Vous ne voyez pas que nous avons perdu le temps? Bango Bazan corrompu, Baton Bazan corrompu. Burundais Bayebi que survie na Bango, et ça na Bitumbo, et ça na côté Yanni Yaouvira. Ceux qui virent tomber, vous allez menacer. Oui. Donc, ils se battent là-bas avec conscience, pendant que nos généraux ont déjà pris l'argent des ennemis pour saboter tous les efforts. Vous connaissez, Churchill a beaucoup cherché les armes, non? Vous savez de qui je parle? Notre ministre des Affaires, ministre de la Défense. Il a acheté beaucoup d'armes, il a acheté beaucoup de choses. Mais il va mettre ça dans les mains de qui? Les mêmes qui vont aller laisser ça entre les mains de l'ennemi? Lui, tu sens vraiment qu'il a le cœur à l'ouvrage, tu le vois, tu sens. Mais le problème, c'est vraiment dans le commandement militaire. C'est là où il y a un sérieux problème. Mais Trésor, comme tu es en direct comme ça, profite, dis au président quelque chose. Dites-lui, donne-lui un conseil. C'est notre président. Oui, c'est notre président. Je vais donner un conseil juste en comparaison. La Russie, lorsqu'ils ont commencé leur opération spéciale en Ukraine, ils avaient ce même problème qu'on a nous aujourd'hui. Il y avait superposition de commandement qui avait fait que ça avait affecté, leur conquête qu'ils faisaient pour aller vers Kiev. Ils se sont rendus compte que non, l'armée ne marche pas, tout ça, parce qu'il y a trop d'officiers, celui qui donne cet ordre. Qu'est-ce que Poutine a fait? Il a dit, OK, on va réformer l'armée, on va alléger le commandement, on va laisser un officier, peut-être pour cette région, chaque région a son officier. Donc, aujourd'hui, on voit que l'armée essaie de s'améliorer sur terrain. C'est la même chose. Nous, on a un problème. Il y a subordination, il y a trop d'officiers, il y a trop de généraux, il y a trop de gens qui sont en train de donner des ordres au même moment. Il faut alléger le commandement. Il faut donner la chance aux autres. Il y a des officiers qui sont plus jeunes, qui connaissent, qui ont peut-être envie d'aider le pays, mais... Qui ont encore la soif de prouver qu'ils sont capables. Oui, on ne leur donne pas d'opportunité. Pourquoi ne pas saisir cette opportunité? Il y a la guerre, OK, qui puissent venir faire démontrer de quoi ils sont capables.
On est capable de faire ça, donner la chance à ces jeunes officiers. Parce que j'ai vu récemment, j'avais vu Churchill, il faut Canada. Il y avait des officiers, des jeunes majors, colonels. On peut leur donner la chance. C'est vraiment l'opportunité pour eux de pouvoir aller sur le terrain, de montrer de quoi ils sont capables. Parce que les jeunes officiers, ils cherchent à se battre, ils cherchent à s'affirmer, à montrer au monde que non, regardez, je suis officier, je suis capable de faire comme les autres. Puis il va monter en grade. Donc je pense que le président de la République doit prendre cette guerre au sérieux. Parce que par moment, on ne sait pas si le président comprend les enjeux. On sait qu'il comprend les enjeux, mais parfois on trouve un peu lent dans sa prise de décision. Parce que c'est vraiment une guerre existentielle pour le Congo. Ces gens, on entend les rapports des Nations Unies tous les jours qui nous disent que non, ces gens, ils veulent créer un État autonome, ils veulent faire ceci, ils sont en train de tuer, ils sont en train de violer, ils sont en train de faire ceci. Donc c'est vraiment une guerre existentielle pour nous. Le président de la République doit jouer son rôle, il doit essayer de structurer, il doit sauver ce pays. Parce qu'il avait promis qu'il allait libérer le pays. Il doit libérer le pays. Il doit pas se laisser abattre. C'est une guerre. La guerre, on peut perdre une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. Ouais. Ce qui est sûr, on finira par vaincre. S'il prend des décisions maintenant, oui, il peut sauver la situation. Oui. Plus il attend, plus ça va nous coûter cher. Parce que, regardez le commandement. Lorsque les Rwandais commençaient à traverser avec les bateaux, on a commencé à alerter l'armée. Ah, ils sont en train de venir. Ah, regardez les bateaux. Ah, aucun drone pour frapper ces bateaux-là. Pendant des jours, on est en train de tirer la sonnette d'alarme. On a essayé de taguer les ministres sur les réseaux sociaux. On a fait de notre mieux pour que l'armée puisse faire... Trésor, tu veux dire qu'un bateau qui quitte Goma avec 500 militaires, on peut l'intercepter par un missile d'un Sukhoi, non? Et l'affaire là est finie. C'est fini. L'affaire là est finie. Mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. On ne le fait pas. Donc si on le fait une fois, ils ne vont pas envoyer un deuxième bateau. Hein? Un deuxième bateau, ils ne vont pas envoyer, ils vont avoir peur. Nous, je ne sais pas, on a une peur de poser des actes, je ne sais pas. La Russie, tout le monde sait qu'ils ont des armes nucléaires. Mais ça n'a pas empêché l'Ukraine de mener des actions en Russie. Essayer d'empêcher les Russes de traverser la frontière, essayer de faire ceci, faire des actions de sabotage pour empêcher. Ils se battent pour leur souveraineté. Ils savent pourquoi ils sont en train de se battre. Ils se battent pour leur pays. Mais pourquoi nous, on voit des gens, des agresseurs, des tueurs, ils viennent pour prendre notre pays? On est là, c'est comme si on mène une guerre. Oh non, on ne veut pas trop les frapper. Oh non. Mais non, ils sont chez nous. On a le droit de nous défendre. Mais on est en train de voir. Ils ont consacré tout le temps à préparer cette guerre d'Uvira. Et pendant ce temps-là, nous avons eu un état-major à Walikale. Qu'est-ce que l'état-major a fait pour attaquer Goma? Parce que la grande partie de leurs militaires sont concentrés au sud Kivu. Pourquoi on n'est pas attaqué directement Goma? Bon, là, je voyais le gouverneur Somme, c'est comme s'il est devenu un gouverneur. On le voit beaucoup plus en train d'inaugurer des routes. Oh non, on va réparer la chaussée ici, c'est des trucs. Mais non, on ne vous a pas envoyé pour ça. La zone est en guerre. Préparez l'armée, préparez-vous à faire la guerre. Et non, allez visiter, oh non, ici, on doit réparer l'école ici. Non, c'est pas pour ça. On vous a mis dans une zone opérationnelle, l'ennemi est pas loin. Non, lui, il est là, il attend que l'ennemi vienne vers lui. Donc, je ne sais pas, c'est vraiment parfois... bon, c'est vraiment compliqué. En tout cas, merci beaucoup, Trésor, pour ta participation dans l'émission. Nous allons continuer. Chers amis, merci de nous avoir suivis. Nous allons nous retrouver dans la deuxième partie. Avec Dieu, nous vaincrons. Ça fait très mal, mais nous n'allons pas baisser les bras. Nous faisons notre part